Aujourd'hui, on vous propose une émission qui devrait vous plaire. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes au musée d'Aubray à Nantes. On va vous parler d'une exposition visible en ce moment, Voyage dans les collections. C'est la 3e édition du genre et c'est une étape du voyage à Nantes. Et on va vous parler aussi de l'œuvre qui se trouve juste derrière moi. Elle vous intrigue, nous aussi. Alors on va tout vous dire, mais d'abord, on va faire la petite visite. C'est parti. Nous allons démarrer notre visite avec Camille Brouk. Bonjour. Bonjour. Alors, visite VIP, parce qu'il n'y a pas encore de public ce matin au musée d'Aubray. Donc, c'est pour ça, rassurez-vous, normalement, il y a du monde. Mais voilà, ce matin, on est tout seul. Vous êtes conservatrice du patrimoine, responsable du pôle conservation de Grand Patrimoine Loire-Atlantique, qui comprend le musée d'Aubray où nous nous trouvons. Pour parler donc de ce voyage dans les collections, 3e édition du genre. C'est quoi le principe de ce voyage dans les collections? Parce que c'est vrai, les gens le savent peut-être en passant devant, le musée d'Aubray est plus ou moins fermé. Mais là, voilà, c'est l'occasion de voir les œuvres. Oui, c'est ça. L'idée de cette exposition, c'était de redonner une partie des œuvres du musée les plus belles, les plus connues aux Nantais, pendant un laps de temps, pendant quelques mois, durant une année. Donc là, ça fait la 3e fois qu'on rouvre et on présente vraiment un florilège des collections, à peu près 500 œuvres, sachant que le musée d'Aubray en contient 135 000 à peu près. Oui, donc c'est un tout petit florilège finalement. Voilà, mais encore une fois, une très belle sélection. Donc c'est la 3e année que vous le faites. Est-ce qu'on va voir la même chose cette année que les années précédentes? Alors, à quelques œuvres près, oui, puisqu'on est sur une exposition semi-permanente. Donc, on change l'œuvre d'introduction, donc j'ai derrière moi, et puis les œuvres qui doivent être changées pour des raisons de conservation, donc les œuvres sur papier, les manuscrits, les imprimés, les arts graphiques. Donc maintenant, il est faux de dire que le musée d'Aubray est fermé, puisqu'il y a toujours une exposition chaque année finalement. Maintenant. Voilà, donc les collections du musée sont visibles. Après, le musée reste en grande partie fermé, puisque là, on a à peu près 500 mètres carrés. On est loin de la surface totale du musée. Alors pour ceux qui ne seraient pas familiers du musée, on peut peut-être rappeler l'origine de ce musée d'Aubray. Alors l'origine remonte à très loin, on remonte au 19e siècle. On a 2 collections aux origines du musée. La collection de la Société d'archéologie, donc la Société d'histoire et d'archéologie de Nantes et de la Loire-Inférieure, pour être tout à fait exact, qui est l'ancêtre de la Loire-Atlantique, la Loire-Inférieure. C'est ça, exactement, qui est donnée au musée, au département de Loire-Atlantique en 1860, et donc qui permet de créer un musée d'archéologie. Et puis en 1894, Thomas d'Aubray, qui a acheté la parcelle sur laquelle nous nous trouvons, qui a construit une partie des bâtiments dans lesquels nous nous trouvons, fait don de la parcelle, des bâtiments et de l'ensemble de ses collections au département de Loire-Atlantique, constituant la 2e partie du musée d'Aubray à ses origines. Donc ce qu'on trouve dans le musée, c'est ça, c'est de l'archéologie et... On trouve, alors bien sûr que les collections du musée, à partir de cette double origine, se sont enrichies par des dons de collectionneurs, par des achats du département. Et donc aujourd'hui, on a une collection qui est extrêmement large, puisqu'on couvre 5000 siècles. Et je bien dit 5000 siècles. On a du mal à se rendre compte, 5000 siècles. Voilà, on part de 800 000 avant Jésus-Christ dans nos collections. On va jusqu'au XXe siècle et on couvre 5 continents. Voilà, et on va justement en découvrir un aperçu avec vous. On va aller voir quelques pièces maîtresses de ce voyage dans les collections. On voyage dans les collections et on voyage sur les continents également, puisque là, on arrive, on le voit un petit peu partout au sol, sur les 5 continents, c'est ça? On arrive dans la partie dédiée aux arts extra-européens. Donc, on a quelques vitrines sur l'Amérique, d'autres sur l'Asie, d'autres sur l'Océanie. D'accord. Et donc, on va aller s'arrêter plus particulièrement sur la Chine, puisque vous l'avez évoqué, Thomas d'Aubray, père, était amateur de la Chine. De la Chine. Alors, d'abord, il était aussi armateur, c'est-à-dire qu'il armait des navires. Il armait des navires pour le commerce. Et c'est lui, notamment, qui a armé le premier navire français qui a rouvert les routes commerciales vers la Chine en 1818. Donc, le navire s'appelait le Fils de France. Et c'est important, parce que c'est vrai qu'on oublie que la Chine, c'était un pays inconnu, en fait, pour les Européens à ce moment-là. Il était très mal connu, et surtout, c'est un pays autarcique. Donc, le commerce était très contrôlé. La Chine, étant autarcique, n'avait pas besoin de commerce extérieur. En revanche, l'Europe était très intéressée par les produits chinois, notamment le thé. Et donc Thomas d'Aubray avait tout intérêt, Thomas d'Aubray père avait tout intérêt à rouvrir ses routes commerciales. C'était intéressant pour lui commercialement et financièrement. Et il avait aussi une appétence pour l'art chinois, donc il a fait ramener des choses
pour sa propre collection, pour son plaisir propre, sachant que lui-même n'est jamais allé en Chine. Mais il en a ramené des souvenirs comme ce tableau qu'on voit Alors, derrière comme nous. ce tableau qui a été produit par des ateliers chinois, donc à Canton, Canton étant un des ports ouvert aux Européens, un des rares ports ouverts aux Européens en Chine à cette époque. Et donc, un peu un port de transit même, on pourrait dire. C'est ça, en fait, les Européens n'avaient même pas le droit d'accoster à Canton. Leur navire restait dans la baie et c'était des barges chinoises qui venaient jusqu'à eux. Et à Canton, on produisait donc ce type d'objet qui est en gros une carte postale de l'époque, c'est-à-dire un objet produit par les Chinois, mais pour une clientèle européenne, avec une représentation précise d'une famille chinoise, mais de manière un petit peu idéalisée, un petit peu imagée, comme une carte postale aujourd'hui. Fantasmée par les Européens. Voilà, ils offraient aux Européens la vision qu'ils voulaient avoir de la Chine. Alors après, il y a les vitrines avec d'autres pièces aussi. Alors d'autres pièces, donc on peut s'approcher de cette vitrine-ci. Je parlais du commerce du thé. Vous voyez qu'on a énormément de théières dans les collections du musée qui sont liées à cet engouement vraiment de l'Europe pour le thé, et notamment des Anglais. Et puis, donc on voit justement ces fameuses barges qui servaient à transporter les produits entre Canton et les navires qui étaient dans la baie. Et puis on a aussi ces deux petites statuettes chinoises, donc qui sont vraiment encore là, des produits en Chine, mais pour les Européens, avec ces costumes traditionnels. Elles sont en terre crue et il faut savoir que les têtes bougent. Les têtes sont sur un petit pivot et donc ça permet de bouger quand on les manipule. Bon, là, on ne peut pas le faire. Non, là, on ne peut pas le éviter, faire. Elles sont fragiles, donc même nous, on évite de le faire quand elles ne sont pas en vitrine. Donc voilà, un voyage à travers la Chine et on va continuer, nous aussi, à voyager dans les collections. Il y a d'autres choses à vous montrer. Alors là, on arrive dans la partie du musée où il y a des armes plutôt impressionnantes, de grandes épées. Oui, de grandes épées, des pistolets, des armures, des casques. Donc tout ça est dû au don d'un collectionneur, Raoul de Rochebrune, en 1930 au musée. Donc il collectionnait ce type d'objet et qui a décidé d'en faire don au musée d'Aubray. Voilà, donc il y a des jolis casques notamment, mais il y a aussi ce stand, on pourrait dire. Je sais pas comment le dire. Alors on appelle ça une station d'expérimentation, une station de manipulation. C'est mieux comme donc terme. Il y en a plusieurs qui parsèment le parcours de l'exposition et qui sont destinés donc aux familles, aux enfants, mais aussi à leurs parents, et qui ont toujours pour but de faire découvrir un aspect du métier de conservateur ou de restaurateur, voilà, un aspect des métiers des musées. Ouais, on a voulu s'arrêter là parce qu'on se dit c'est plus sympa de montrer des choses aussi interactives. Les gens des fois ont peur d'aller au musée, que ce soit ennuyeux pour les enfants et tout ça. Donc là, il y a aussi un côté ludique où on apprend des choses. Donc l'idée c'est de reconstituer les chevaliers. Voilà, alors l'idée c'est quand on arrive et qu'on est un enfant, on va s'amuser à reconstituer les chevaliers. Mais si on va un peu plus loin, en fait, l'idée c'est de trouver à quelle époque appartient et à quel usage appartient cet objet du musée qu'on a mis ici dans cette station. Donc la première étape, c'est en effet de reconstituer les chevaliers des différentes époques. Donc voilà, là on est au XIe siècle. C'est bon, là, il est tout bon. Celui-là, il faut lui remettre toute sa cotte de maille. Et celui-là, il faut lui retrouver son casque, une armure complète. Donc là, on a les trois chevaliers. Voilà, une fois qu'on a les trois chevaliers, il faut observer pour savoir d'où peut venir cette partie d'armure. Donc, je vous donne la réponse ou je laisse... On va la laisser aux gens, de trouver. Voilà, sachant que, bien sûr, la réponse est indiquée, cachée sur la station. Donc, on peut... Il faut soulever, mais on s'arrête là. On aura, quoi qu'il arrive, la réponse et l'information. Avant d'arriver au clou du spectacle, au clou de l'exposition qui est le cœur d'Anne de Bretagne, je l'ai dit, ça y est, j'ai spoilé, mais avant, il y a des statues qui ont aussi un lien avec ce cœur d'Anne de Bretagne, puisqu'ils proviennent du couvent des Carmes. Tout à fait. Elles lui font une haie d'honneur, d'une certaine manière. C'est les seuls vestiges qui nous restent du couvent des Carmes. Donc, le couvent des Carmes se trouvait à proximité de la rue des Carmes actuelle de Nantes. Et c'était là où étaient enterrés les parents d'Anne de Bretagne, donc François II et Marguerite de Foix. Donc, le tombeau est maintenant à la cathédrale, mais à l'origine, il était au couvent des Carmes. Et où Anne a fait déposer son cœur après sa mort. Et donc, ces statues ont été retrouvées enterrées à proximité du couvent, puisque c'était une pratique courante au XVIIe, XVIIIe siècle. Les statues médiévales n'étaient plus à la mode.
Donc on les enterrait, elles étaient pourtant sacrées, donc on les enterrait dans un sol consacré, on ne pouvait pas juste les mettre à la poubelle. Oui. Et donc c'est grâce à ça qu'on a retrouvé pas mal de sculptures médiévales à Nantes. Par hasard, voilà. Voilà, par hasard, au hasard d'un coup de pelle. Voilà, véritablement. Et donc maintenant, elles sont là au musée d'Aubray. Et comme vous l'avez dit, elles font une haie d'honneur à ce cœur d'Anne de Bretagne, enfin l'écrin du cœur d'Anne de Bretagne. Alors ça, voilà, c'est une pièce importante. En quoi elle est importante, justement ? Alors, elle est importante de par la personne qui l'a commandée et le cœur qu'il contenait. C'est celui d'Anne de Bretagne, qui est un personnage on ne peut plus célèbre et on ne peut plus important à Nantes. Et puis, il est important aussi parce que, certes, c'était une pratique assez courante dans les familles royales ou nobles de faire enterrer son cœur à un endroit qui nous était cher. En revanche, on utilisait rarement un métaux aussi précieux et une réalisation aussi poussée pour l'écrin qui devait contenir ces cœurs. Alors, vous l'avez dit, ce cœur, il n'y est plus. Vous avez parlé au passé, il n'y a pas de cœur à l'intérieur. Non, il n'y a pas de cœur à l'intérieur. Il a été, en fait, le couvent des Carmes se situait entre l'Erdre et la Loire, qui à l'époque, était passé vraiment pas loin. Il a été à plusieurs reprises inondé et en fait, le cœur de la reine, matière organique, s'est décomposé sous l'effet de l'eau. C'est pas très glamour tout ça, mais enfin c'est comme ça, c'est la réalité. C'est la réalité physique. En tout cas, le cœur y était, mais parce que le corps, lui, reposait à Saint-Denis. À Saint-Denis. Voilà. Elle n'avait pas le choix, elle était reine de France, donc son corps devait reposer à Saint-Denis. En revanche, elle avait le choix du lieu où déposer son cœur, et ce n'est pas anodin qu'elle ait choisi de le faire à Nantes, auprès de ses parents. Et il est dans un état de conservation plutôt correct, en fait. Plutôt correct. Ça, alors, il faut savoir que l'or est inaltérable, donc il va passer le temps et les épreuves de manière assez neutre. On voit qu'il y a des taches dessus. Ça, c'est la boîte en fer qui le renfermait. Donc, le fer a rouillé sous l'effet de l'eau. Et donc, c'est cette rouille qui s'est déposée sur l'or. Donc, on a choisi de ne pas l'enlever, parce que ça fait partie de l'histoire de l'objet. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Et merci beaucoup. Je vous en prie. Pour cette visite. À bientôt.